Si vous étiez kidnappé et placé dans un jeu de la mort avec 4 épreuves brutales auxquelles vous devrez survivre, que feriez-vous? Il est peut-être mort, mais Jigsaw a encore quelques tours dans son sac. Et maintenant, il s'en prend à un de ses ennemis les plus impitoyables jusqu'à présent. Cette fois, c'est personnel. Alors je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les 4 pièces de la mort dans Saw 6. Ce cadre dans une compagnie d'assurance va découvrir ce que c'est que d'avoir sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. La première partie commence lorsque cette femme, Simone, se réveille avec un horrible dispositif attaché à sa tête. Terrifiée, son premier réflexe est de se lever, mais c'est sa plus grosse erreur. En se levant, elle retire un dispositif à l'arrière de son casque qui active sa moitié du piège. Son collègue Eddie est enfermé dans une cage de l'autre côté de la pièce. Elle essaie de l'avertir de ne pas bouger, mais il est immédiatement pris de panique et finit par activer sa partie à lui aussi. Maintenant que les deux joueurs sont réveillés, un message de Jigsaw commence à expliquer les règles du jeu. Il s'avère qu'Eddie et Simone sont des créanciers véreux qui ont escroqué des gens en leur soutirant leur argent durement gagné par le biais d'un système de récupération des biens. Sur la table derrière chacun d'eux se trouvent 2 couteaux, et ils n'ont qu'une minute pour faire tomber le plus de leur propre chair possible sur une balance. Quand le chronomètre sera écoulé, celui qui aura donné le plus survivra. Et le casque du perdant s'activera, le tuant en lui perçant les tempes avec 2 grosses vis. Comme auparavant, Eddie panique instantanément, et il est prêt à faire tout ce qu'il faudra pour survivre. Malheureusement pour Simone, il a littéralement plus de viande sur les os. Alors il commence à découper de gros morceaux de son flanc droit et à les jeter dans son plateau, faisant déjà pencher la balance de son côté avant même que Simone n'ait pris sa décision. Le temps lui étant compté, elle décide que sa seule option est de sacrifier une partie entière de son bras si elle veut vivre. C'est brutal, mais à la dernière seconde, elle réussit à se trancher entièrement l'avant-bras et à le jeter sur la balance, battant Eddie de peu. À la fin du temps imparti, les vis du casque d'Eddie s'enfoncent dans les côtés de sa tête et le tuent. Et Simone survit à l'épreuve. Ok, j'ai déjà entendu parler de choses qui coûtent un bras et une jambe, mais là, c'est tout bonnement ridicule. Simone a peut-être gagné le jeu et s'en est tiré avec la vie, mais sa victoire a été payée au prix fort. Et il vaut donc la peine d'évaluer la situation du point de vue d'un observateur extérieur. Maintenant, comme c'est souvent le cas avec les pièges de Jigsaw, le vrai danger n'a pas commencé avant qu'ils n'aient tous les deux activé le jeu sans le vouloir. Dans le cas présent, le piège n'a commencé qu'une fois qu'Eddie et Simone se sont levés des chaises et ont retiré les dispositifs à l'arrière de leur casque. Ça veut dire que si Simone avait été plus prudente, avant de se lever, elle aurait pu sentir le câble à l'arrière de sa tête et utiliser le couteau qui se trouvait sur la table derrière elle pour le retirer avec précaution. Avec un peu de chance, elle aurait pu couper le fil sans tirer sur le dispositif, ce qui lui aurait permis de se déplacer librement sans jamais activer le piège pour commencer. Même après que Simone se soit relevée, il restait une chance qu'Eddie ici présent ait pu faire la même chose de son côté. Mais il a commis une erreur mortelle en passant immédiatement en mode combat ou fuite au lieu d'écouter l'avertissement de la jeune femme. Ceci étant dit, une fois que le jeu a officiellement commencé, chacun d'entre eux n'a eu qu'un temps limité pour comprendre comment il allait pouvoir survivre. Nous avons entendu les explications de Jigsaw sur ce qu'ils étaient censés faire. Mais personne ne veut commencer à couper les parties de son propre corps s'il peut l'éviter. Donc je voudrais garder cette option en dernier recours. Il faut cependant être prudent, parce que perdre trop de temps donne à l'adversaire l'occasion de prendre de l'avance. Commençons par examiner ce casque, parce que c'est lui qui vous tuera quand le temps sera écoulé. Comme il n'est relié à rien d'autre dans la pièce, ça veut dire qu'il devait y avoir une sorte d'alimentation intégrée et qu'il pourrait être possible d'utiliser le couteau pour désactiver le mécanisme, soit en endommageant les engrenages, soit en coupant un des nombreux fils exposés. Sans électricité, les vis ne pourront plus tourner et vous aurez alors tout le temps de vous concentrer sur la sortie de cet endroit. Ça vaut la peine d'essayer, mais il y a de fortes chances que le fait d'endommager le casque ne fonctionne pas. Je pourrais donc aussi essayer d'utiliser n'importe quel objet que je pourrais trouver dans la pièce pour me donner un avantage. Par exemple, quand Simone s'était déjà coupé le bras, nous avons pu voir qu'il y avait un baril sur un chariot dans le coin. Si vous aviez pu le faire passer à travers le grillage, vous auriez pu utiliser la perche attachée au chariot pour peser sur la balance avec le poids de votre corps et gagner le jeu sans avoir à sacrifier un membre. Sinon, si le baril était plein de liquide, vous auriez pu essayer de le percer avec un couteau et utiliser le tuyau en caoutchouc pour vider le tonneau sur la balance en utilisant le liquide pour peser sur votre côté. Si tout le reste échouait, je n'aime pas dire ça, mais il semblerait que le sacrifice d'une partie du corps soit le seul choix possible. Idéalement, on ne voudrait pas perdre un bras, mais c'était à peu près le seul moyen pour Simone de battre Eddie, vu qu'il avait déjà pris une grosse avance. Et c'était peut-être même la meilleure des 2 stratégies. Outre les couteaux, le seul autre objet qui leur avait été fourni était un garrot qui leur permettait de gérer leur perte de sang s'ils se coupaient un membre. La stratégie d'Eddie semblait peut-être moins destructrice, mais comme il n'avait aucun moyen de contrôler sa perte de sang, il risquait de mourir en 5 minutes de ses blessures, même s'il avait réussi à gagner la partie.
Simone, quant à elle, a peut-être enlevé une partie plus vitale du corps, mais elle a pu comprimer l'artère et comme ça, elle a pu ralentir l'hémorragie, probablement suffisamment longtemps pour pouvoir obtenir de l'aide. En ce qui concerne la technique, Simone a appliqué le garrot à la perfection en le maintenant haut et serré au-dessus de la blessure, près de l'aisselle. Ça devrait la maintenir en vie assez longtemps pour qu'elle puisse se rendre aux urgences une fois qu'elle aura trouvé un moyen de sortir de la pièce du test. Ça peut paraître fou, mais maintenant que le test est terminé, Simone devrait essayer de récupérer son bras si elle le peut, parce qu'il pourrait être possible de le rattacher chirurgicalement si elle obtient des soins médicaux dans les heures qui suivent. En gardant ça à l'esprit, l'utilisation de la feuille de boucher dès le début aurait été un meilleur choix parce qu'il permet une coupe plus nette et facilite ainsi la réimplantation du bras par les médecins. Mais bon, s'en sortir vivante avec un bras encore attaché est bien mieux que l'alternative, si c'est ce qu'il faut pour survivre. Le détective chevronné Mark Hoffman arrive sur la scène du crime du dernier test où il est accueilli par l'agent spécial Erickson du FBI ainsi que par l'agent Perez, qu'on croyait tué par un piège de Jigsaw quelques jours plus tôt, mais qui est en fait toujours en vie. À la surprise générale, ils ont trouvé des empreintes digitales sur les lieux, appartenant à leur collègue disparu, l'agent Stram. Ils veulent faire participer Hoffman à l'enquête, mais ce qu'ils ignorent, c'est que Stram est mort en fait. Hoffman est le complice secret de Jigsaw qu'il recherche, et il a tué Stram dans le cadre d'un plan alambiqué visant à lui faire porter le chapeau pour tous les crimes. Sur chaque scène de crime, Jigsaw a découpé une petite pièce de puzzle dans le corps de la victime. Mais dans ce cas-ci, il y a quelque chose de différent. Le médecin légiste a remarqué que les coupures sur la peau d'Eddie indiquent que la lame utilisée était dentelée. Toutes les autres victimes ont été découpées avec un scalpel de chirurgien, sauf une, Seth Baxter, qui avait assassiné la sœur de Hoffman et a été sa première victime avant qu'il ne devienne le complice de Jigsaw. Ils décident d'enquêter sur la cassette de Baxter pour voir s'ils peuvent décoder l'enregistrement et le comparer à la voix de Stram. Si cela s'avère correct, ils auront enfin assez de preuves pour confirmer la culpabilité de Stram. Mais Hoffman sent bien que ses collègues se rapprochent un peu plus de la vérité à chaque fois. Le prochain sur la sellette est William Easton, un cadre d'une compagnie d'assurance qui gagne de l'argent en trouvant des moyens pour révoquer la couverture des gens quand ils en ont le plus besoin. Alors qu'il se prépare à une grande bataille juridique, il distingue à travers la vitre en verre dépoli la silhouette d'une personne munie d'une arme de poing en train de s'approcher. Craignant pour sa vie, William prend son arme dans son bureau et se faufile discrètement derrière la personne qui entre. Dans le feu de l'action, il tire une unique balle directement dans la poitrine de l'intrus, avant de se rendre compte qu'il ne s'agissait que de l'agent de sécurité de l'immeuble. Alors qu'il tente de soigner l'homme, Hoffman surgit derrière lui avec un masque de cochon, endort William avec une seringue remplie de sédatifs avant de l'entraîner vers son lieu de test. Quand il se réveille, William découvre qu'il a été placé dans une machine terrifiante, le corps coincé dans un étau géant et le visage recouvert d'un masque à oxygène. Quelques instants plus tard, un message de Jigsaw commence à être diffusé, expliquant qu'au cours des 60 prochaines minutes, il va être soumis à une série de 4 tests, tous centrés sur sa propre formule pour décider qui devrait bénéficier d'une couverture médicale ou non. Il a 4 dispositifs explosifs attachés à chacun de ses membres, et s'il échoue, les explosions se déclencheront et lui arracheront les mains et les pieds. Pour ne rien arranger, Jigsaw a également capturé sa famille, et il devra atteindre la fin du labyrinthe s'il veut la revoir un jour. De l'autre côté de la pièce, William voit que son concierge Hank est lui aussi attaché à un appareil identique. L'homme est un fumeur qui ne s'est jamais défait de sa mauvaise habitude, bien qu'il souffre d'hypertension et de maladies cardiaques, ce qui témoigne d'un manque de respect pour sa propre vie. À chaque respiration, l'étau se resserrera autour de leur poitrine jusqu'à ce qu'ils soient écrasés à mort, et le seul moyen pour l'un d'eux de survivre est d'être plus fort que l'autre. Ok, je pensais que c'était censé être un défi, mais il semblerait que Jigsaw ait mis Willy en place pour une victoire facile sur ce coup-là. Au lieu du sang et des tripes habituelles, tout ce qu'il a à faire, c'est de retenir sa respiration plus longtemps que l'autre gars, et il a plusieurs facteurs qui jouent en sa faveur. C'est peut-être un concierge de classe mondiale, mais ce n'est pas un athlète de classe mondiale à ce que je sache. En fait, Hank est un fumeur invétéré, ce qui veut dire qu'il aura naturellement une capacité pulmonaire réduite et un rythme cardiaque plus élevé, ce qui donne à Willy une longueur d'avance dans la compétition. À l'intérieur de vos poumons, vous avez environ 500 millions de petites poches d'air appelées alvéoles. Ces petits sacs d'air recueillent l'oxygène quand vous inspirez et rejettent le dioxyde de carbone quand vous expirez. Le tabagisme endommage le tissu de ces alvéoles en tuant les cellules au fil du temps. Une fois que le mal est fait, il n'y a aucun moyen d'y remédier, parce que contrairement à d'autres parties du corps, le tissu pulmonaire ne repousse pas. Plus le mal est grave, plus il est difficile pour la personne d'étendre complètement ses poumons, ce qui entraîne une diminution de la capacité pulmonaire. Même si Hank n'était pas fumeur, il a environ 10 ans de plus que William. À cet âge, la capacité pulmonaire diminue aussi naturellement. Et c'est pourquoi je parie sur William pour qu'il gagne facilement.
Une personne moyenne peut retenir sa respiration pendant environ 30 secondes à un peu moins de 2 minutes. Ça semble facile au début, mais après ces 30 premières secondes, vous commencerez probablement à ressentir une douleur dans vos poumons. Au bout de 2 minutes, votre corps commencera à vous forcer à respirer. Et au bout de 6 minutes, si vous pouvez tenir aussi longtemps, vous vous évanouirez parce que votre cerveau prendra le dessus et vous forcera à faire une réinitialisation complète pour que vous recommenciez à respirer naturellement. La plupart des gens, y compris moi jusqu'à ce que je fasse des recherches sur cette vidéo, pensent que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas retenir votre souffle plus longtemps, c'est parce que vous manquez d'oxygène. Mais ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que vous n'avez pas expiré le dioxyde de carbone et qu'une quantité dangereuse s'accumule dans votre sang. Une fois que les niveaux dans votre corps sont trop élevés, votre système nerveux intervient, vous forçant à expirer même si vous êtes sur le point d'être écrasé par un piège. Bien qu'il existe des techniques pour améliorer la capacité pulmonaire, il semble malheureusement qu'il soit un peu trop tard pour ça. Mais William peut encore se donner un avantage supplémentaire s'il est attentif. Sa meilleure chance sera de prendre une dernière grande inspiration. Et après ça, tout sera une question de volonté. Il doit détendre son corps, bouger le moins possible et essayer de rester calme afin de maintenir un rythme cardiaque aussi bas que possible. Tout ce qu'il doit faire, c'est éviter de prendre une autre grande respiration aussi longtemps que possible. William devrait pouvoir s'en sortir, mais même s'il réussit, il lui restera encore 3 épreuves à passer. Et les prochaines ne seront pas aussi faciles. À présent, le premier jeu commence et les 2 hommes commencent à retenir leur souffle aussi longtemps qu'ils le peuvent, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Ils prennent chacun une inspiration et l'appareil se referme lentement sur eux. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Malgré ses avantages naturels, William commence à perdre. Mais comme Hank est de plus en plus mal et commence à paniquer, il cherche de l'air au point que l'étau le serre si fort qu'il lui fracture complètement la cage thoracique et l'écrase à mort. Du coup, William est libéré, ayant survécu à son premier jeu. Alors que les lumières de la pièce s'allument, William trouve une clé qui libère un des dispositifs explosifs. Et il commence à suivre une piste de flèches rouges peinte sur le mur en direction de son prochain test, alors qu'il reste un peu plus de 55 minutes au chronomètre. Pendant ce temps, cette femme Tara et son fils Brent se réveillent dans une cage située dans un autre endroit du bâtiment. La seule autre chose qui se trouve près d'eux est un énorme baril rempli d'acide fluorhydrique, qui semble être relié au système de sprinkler de la pièce. Sur le mur à côté du baril, ils voient un interrupteur qui leur offre un choix simple, vivre ou mourir. Mais ils sont trop effrayés pour passer à l'action, n'ayant aucune idée de ce que ça veut dire. En fait, ils ne sont pas les seuls à avoir été mis en cage. Cette journaliste Pamela est elle aussi en quelque sorte liée au même jeu qui est en train de se dérouler. Et elle est elle aussi piégée dans une pièce identique. Ok, c'est pas une situation dans laquelle vous voulez être. Ces personnes sont piégées alors qu'il reste moins d'1 heure au compte à rebours. Et elles ne savent pas ce qui se passera quand le temps sera écoulé, mais il y a fort à parier que ce ne sera pas bon. Ils doivent sortir de là le plus vite possible. Et la bonne nouvelle, c'est que la clé de leur évasion se trouve juste là, dans la cage, avec eux. Ils doivent juste trouver le moyen de l'utiliser en toute sécurité. S'ils parvenaient à faire pénétrer un peu d'acide dans la cage, ils pourraient créer un trou assez grand pour s'y faufiler. Plus tard, Tara va suggérer cette solution, mais elle abandonnera immédiatement quand son fils lui dira que c'est trop dangereux. Et même si je suis d'accord avec lui pour dire que ce sera risqué, il semblerait que ce soit leur seule et unique chance de sortir de là. Je passerai donc probablement l'heure qui vient à essayer de trouver un moyen de le faire. Maintenant, la raison pour laquelle ils doivent être si prudents, c'est que l'acide fluorhydrique n'est pas seulement très corrosif, mais il est aussi extrêmement toxique. Les symptômes d'une exposition à l'acide fluorhydrique comprennent une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que de graves brûlures. Et le contact avec une petite quantité peut rapidement s'avérer fatal. Il est donc inutile de dire qu'il ne sert à rien d'en prendre un peu dans ses mains. L'acide fluorhydrique peut ronger de nombreux types de matériaux, y compris la chair humaine. Mais le caoutchouc est un des rares matériaux qui résiste à se composer. Donc, si l'un d'entre eux portait des chaussures à semelle en caoutchouc, il pourrait essayer de recueillir soigneusement un peu d'acide dans une chaussure à partir du tuyau d'écoulement, puis l'utiliser pour créer un trou dans la cage qui soit suffisamment grand pour leur permettre de s'échapper. Ce sera incroyablement dangereux, et il n'y a aucune garantie que ça fonctionnera. Mais tant qu'ils restent extrêmement prudents, la seule chose qu'ils risqueront de perdre, ce seront leurs chaussures. Alors ça vaut vraiment la peine d'essayer. Plus loin dans le couloir, William arrive dans une zone qui était autrefois un aquarium. Et il voit qu'un des réservoirs a 2 poignées avec le message « Prends-les ». Il essaie d'abord de l'ignorer et de continuer à avancer. Mais l'entrave à son poignet se met à clignoter comme si elle était sur le point d'exploser. Et il est contraint de faire demi-tour. Au moment où il saisit les poignées, la machine s'anime et la marionnette de Jigsaw se balance vers lui à travers la pièce pour lui expliquer les règles du jeu. De l'autre côté de la cuve, 2 employés de William se tiennent sur des plateformes surélevées. Du fer de barbelé est enroulé autour de leur cou. À sa droite, il y a Allen, un jeune employé en bonne santé sans famille proche.
Et à sa gauche, il y a Addie, une femme d'âge moyen avec des antécédents médicaux compliqués, mais aussi une famille qui souffrira beaucoup de sa perte. Un seul d'entre eux peut survivre, et c'est à William qu'il revient de faire le choix. Le test commence et les deux chênes commencent rapidement à écarter les bras de William. Paniqué, il crie en l'air qu'il n'est pas prêt à faire le choix. Mais à chaque précieuse seconde d'hésitation, les chênes s'éloignent de plus en plus jusqu'à ce qu'il commence à perdre sa prise. À la dernière seconde, William choisit de sauver Addie en s'agrippant des deux mains à son côté de la chaîne. Tout à coup, Alan tombe de sa plateforme et bascule à travers la pièce, son corps s'écrasant sans vie contre la vitre de l'autre côté. Addie remercie William de lui avoir sauvé la vie, mais elle est obligée de se débrouiller pour retrouver son chemin toute seule, parce que lui se dépêche de continuer à avancer. Avant de quitter la pièce, il trouve une autre clé pour une de ses entraves, et William s'enfonce dans le labyrinthe en sachant qu'il n'est qu'à mi-chemin, avec un peu moins de 40 minutes au chrono. William a été forcé de choisir entre la vie de deux employés relativement innocents, et n'a eu aucun moyen de les sauver tous les deux. La décision n'était pas facile non plus, parce qu'aucun des deux employés n'avait de raison évidente pour laquelle William devrait moralement choisir de les sauver plutôt que l'autre. D'une part, pratiquement personne ne remarquerait qu'Alan est mort, alors qu'Addie a une famille à qui elle manquera beaucoup et qui pourrait même s'en prendre à William plus tard si elle découvrait par quelque moyen que ce soit qu'il était impliqué dans sa mort. D'un autre côté, ça peut sembler dur de dire ça, mais Addie avait déjà vécu une vie bien remplie, alors qu'Alan avait encore toute la vie devant lui. Quoi qu'il en soit, le choix allait avoir de graves conséquences dans les deux cas. Et c'est pas comme si l'un ou l'autre était une personne vraiment horrible qui méritait ce qui lui arrivait, contrairement à leur patron ici. Une fois le piège enclenché, il n'y avait aucun moyen pour William de les sauver tous les deux. La seule chose qu'il aurait pu faire différemment était de vérifier soigneusement le piège avant de le déclencher, et peut-être de ne jamais commencer le jeu. Mais ça aurait mis sa propre vie en danger s'il n'était pas enclin à aller de l'avant. Cela étant dit, la conclusion c'est que William et un des employés étaient pratiquement dans la merde dès le début du test. Et la seule solution possible à laquelle je peux penser est la suivante. Une fois que les mains d'Alan ont été relâchées, au lieu de rester planté là à lancer des regards furieux à William, il aurait pu rapidement tendre la main et s'agripper au fil barbelé pour éviter de s'étouffer. Puis il aurait pu mettre ses pieds devant lui en se balançant vers la vitre de l'autre côté, et avec un peu de chance, il aurait pu la casser directement. S'il avait pu s'accrocher suffisamment longtemps, il aurait pu survivre à la remontée vers l'endroit où la machine l'a emmené. Mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Quant à William, une fois que le jeu avait commencé, il n'y avait plus grand-chose qu'il pouvait faire, à part peut-être canaliser le Liver King qui est en lui et passer en mode primitif pour maîtriser la machine avec rien d'autre que sa force brute. Mais soyons honnêtes, ça n'aurait pas marché. S'il voulait que ce soit juste, il aurait peut-être pu leur demander de choisir un nombre entre 1 et 10, et celui qui aurait deviné le bon, ou qui s'en serait rapproché le plus, aurait eu le droit de vivre. C'est certainement pas la meilleure solution que je connaisse, mais elle aurait fonctionné. Au moins dans ce jeu, William n'a jamais été en danger lui-même. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'il devra choisir qui peut vivre et qui doit mourir. Et la prochaine fois, ce sera encore pire. Alors qu'il avance, William remarque un message sur son bras indiquant « Décision finale ». Il sait qu'il s'agit d'une référence au moment où Jigsaw, qu'il connaissait sous le nom de John Kramer, est venu le voir en demandant désespérément la prise en charge d'un traitement expérimental de thérapie génique qui aurait pu potentiellement guérir le cancer de l'homme. Après avoir écouté John plaider sa cause, William lui avait répondu que, compte tenu de son âge et du stade avancé de son cancer, il était déjà trop tard, lui annonçant qu'il ne couvrirait pas son traitement et mettant cette décision sur le compte de la politique de l'entreprise. En quittant son bureau, John avait promis à William qu'un jour, il paierait pour ses actions insensibles. Et maintenant, il semblerait que cette promesse se soit enfin réalisée. En entrant dans la pièce suivante, William s'engage sur une passerelle surélevée au-dessus d'une chaufferie où il trouve un lecteur de cassettes expliquant les règles de la 3e épreuve. Son avocate Debbie se trouve en dessous de lui, avec un lance-harpon attaché à sa poitrine et pointé directement sur sa tête. Elle dispose de 90 secondes pour traverser un labyrinthe mortel jusqu'à l'autre côté de la pièce, auquel cas le piège se déclenchera quand le temps sera écoulé et la jeune femme sera tuée. William peut l'aider à traverser, mais la seule façon pour elle de survivre sera en travaillant tous les deux ensemble. Quand le test démarre, Debbie commence immédiatement à paniquer, mais William finit par la calmer et lui dit ce qu'elle doit faire. Après s'être frayé un chemin à travers les premières épreuves, elle arrive à un point où des jets de vapeur chaude lui barrent la route, la privant de tout moyen d'avancer. William se rend compte qu'il peut tirer un levier pour la laisser passer, mais il redirigera la vapeur directement sur lui. Sachant que ce sera incroyablement douloureux, il prend son courage à deux mains, s'accroche au levier et tient le coup aussi longtemps qu'il le peut. Debbie réussit à passer presque sans problème, mais il relâche le levier avant qu'elle ne soit complètement dégagée, lui brûlant gravement la jambe au passage. Mais une jambe brûlée vaut mieux que la mort, et Debbie continue d'avancer jusqu'à ce qu'elle tombe sur un autre piège à vapeur.
Celui-ci est tapissé de plaques chauffantes dont les parois la brûleront encore plus si elle s'y cogne. Pour la laisser passer, William doit tirer un autre levier, se sacrifiant pour qu'elle puisse se mettre à l'abri. Ça fonctionne, mais quand elle est presque de l'autre côté, William ne peut plus supporter la douleur. Il est obligé de lâcher le levier, ce qui provoque chez Debbie de nouvelles brûlures dues à la vapeur et aux plaques chauffantes. Malgré ses blessures, Debbie parvient finalement à atteindre la fin du labyrinthe. Mais le test est plus complexe que William ne le pensait. En regardant les images sur le mur, elle se rend compte que la clé qui la libérera est en fait cachée dans la poitrine de William. Avant même qu'il ne puisse réagir, la femme s'empare d'une scie circulaire et se précipite vers lui, décidant d'extraire elle-même la clé afin de survivre. Le jeu se termine par une bagarre générale, chacun luttant pour sa vie. Mais William parvient à retenir Debbie juste assez longtemps pour que le chronomètre s'arrête, que le piège s'active et qu'une pointe s'abatte sur la tête de Debbie, la tuant sur le coup. Une fois le jeu terminé, la porte de la pièce s'ouvre et William passe à son dernier test. Et celui-ci sera le plus horrible de tous. Ok, cette fois-ci le vieux Willy s'est retrouvé dans une situation encore pire. Et il semblerait que Jigsaw soit littéralement en train de faire monter la température. Comme d'habitude, il est difficile d'avoir les idées claires dans ces conditions. Mais nos deux concurrents étaient tellement occupés à paniquer qu'ils ont manqué quelques occasions faciles de s'en sortir. Afin d'emmener Debbie de l'autre côté du labyrinthe en toute sécurité, William a dû faire sortir de la vapeur vers lui et se mettre en danger en le faisant. L'exposition soudaine à la vapeur chaude peut provoquer une brûlure. Elle entraîne généralement des brûlures au premier ou au second degré, ce qui est certes douloureux, mais pas nécessairement mortel. Une exposition prolongée peut toutefois entraîner des brûlures au troisième degré qui détruisent complètement les couches extérieures de la peau et peuvent même endommager les tissus jusqu'aux os. Les brûlures au troisième degré détruisent également les terminaisons nerveuses de la zone touchée, de sorte que vous ne sentirez plus rien. Mais contrairement aux brûlures moins graves, elles peuvent être fatales en l'absence de soins médicaux. Tout ça pour dire que pour que William et Debbie s'en sortent sans encombre, la clé était de minimiser le contact avec la vapeur autant que possible. William aurait pu utiliser un vêtement comme sa chemise, la mettre en boule et la coincer dans chacun des tuyaux avant de tirer le levier. Comme ça, il aurait ralenti la quantité de vapeur pouvant passer en une seule fois. Il aurait également pu essayer de tourner simplement l'ouverture du tuyau dans une autre direction, ou utiliser tout ce qui se trouvait dans la pièce à son avantage. Là-haut sur la passerelle, quand il est entré pour la première fois dans la pièce, il semble qu'il y avait une sorte de chariot rempli de vieux tuyaux et d'outils. Avec un peu de créativité, il aurait pu faire une boucle avec un des tuyaux autour du levier et tirer dessus pour libérer la vapeur sans avoir à se placer directement devant. Quant à Debbie, je comprends qu'elle soit prête à éliminer son patron pour survivre maintenant qu'elle est arrivée si près de la ligne d'arrivée, mais il est clair que ce n'était pas la bonne approche. Au lieu de ça, elle aurait pu essayer d'utiliser la scie pour couper certains des tubes de son piège en espérant avec un peu de chance pouvoir le désactiver. Il y avait aussi une pelle dans la pièce où elle avait récupéré la scie. Elle aurait donc pu essayer de l'utiliser pour bloquer le dispositif. Ou elle aurait pu s'appuyer sur une des rambardes de sécurité de la passerelle, plaçant la partie la plus épaisse entre le dispositif et sa tête pour éventuellement dévier la pointe quand elle se déclencherait. Tout salaud qu'il est, William était même prêt à essayer d'extraire la clé de sa poitrine si elle lui avait laissé un peu de temps. Mais Debbie s'est précipitée sur la scie et a transformé la situation en un combat à mort, ce qui était une énorme erreur. Il est temps de passer au dernier jeu, mais avant de partir, William devrait prendre la pelle et la scie circulaire avec lui, parce qu'on ne sait jamais si elle pourrait être utile. Pendant ce temps, Hoffman observe secrètement le test, mais il est interrompu par un appel de l'agent Erickson. Les deux autres agents ont fait une avancée importante dans l'affaire, et ils veulent qu'il vienne au bureau pour qu'ils puissent discuter de quelque chose en personne. Quand il arrive, Perez lui dit qu'ils ont découvert quelque chose de suspect à propos des empreintes digitales de Stram. Les échantillons prélevés ont été contaminés par un type particulier de fréon dont la production a cessé dans les années 90. Maintenant, ils essaient de déterminer si la substance se trouvait déjà sur la scène de crime ou si Stram l'a apportée avec lui de quelque façon que ce soit. À ce moment-là, Erickson reçoit un appel de sa technicienne. Elle est sur le point de décrypter la cassette de Baxter, révélant ainsi la véritable voix qui s'y trouve. Et Hoffman sait déjà qu'il est à deux doigts de se faire prendre. De retour dans le labyrinthe de la mort, William arrive devant la pièce suivante, dont la porte est peinte d'une énorme spirale rouge. À l'intérieur, il trouve 6 de ses employés les plus fiables, enchaînés à un tourniquet en train de tourner, et il le supplie de les aider. Quand le tourniquet s'arrêtera, un employé malchanceux à la fois se retrouvera face au canon d'un fusil de chasse chargé. Pour les sauver, il devra volontairement tendre la main dans un piège incroyablement douloureux et appuyer sur un bouton qui lui transpercera la main avec une pointe. C'est brutal, et pour ne rien arranger, il ne pourra en sauver que 2 sur les 6. Ok, c'est le piège le plus dément. Tout comme le test de l'aquarium, la vie de William n'est pas vraiment en jeu, mais il est forcé de faire un choix impossible. Dans le passé, il n'a eu aucun problème à choisir qui allait vivre et qui devait mourir quand la responsabilité était diluée dans une confortable barrière de paperasse.
Mais ici, alors que les résultats de ses décisions lui sauteront au visage, comment pourrait-il choisir seulement 2 des 6 personnes à sauver et continuer à vivre avec la conscience tranquille? La solution optimale est évidemment de tenter de les sauver tous, mais le temps presse depuis le début de ce jeu. Et chaque instant qu'il perd à chercher comment les sauver ne fera que les rapprocher un peu plus de la mort. Maintenant, le test n'a commencé que quand il est entré dans la pièce par la porte principale. Donc en revenant en arrière et en vérifiant la zone principale autour de la porte, il pourrait trouver le mécanisme de déclenchement et, avec un peu de chance, être capable de le désactiver pour arrêter le piège. Mais ça ne fonctionnera probablement pas. Au lieu de ça, il pourrait chercher à l'intérieur de la pièce tout ce qui pourrait lui permettre de passer à travers les barreaux et de saboter le mécanisme qui déclenche l'arme. Comme il s'agit d'un zoo, il doit y avoir quelque chose qui permet aux animaux et aux soigneurs d'entrer et sortir de la cage. S'il parvient à trouver l'entrée et à pénétrer à l'intérieur, il pourrait alors libérer rapidement toutes les victimes ou empêcher le fusil de fonctionner par n'importe quel moyen, soit en déchargeant manuellement les cartouches, soit en sabotant le dispositif qui appuie sur la détente. S'il avait gardé la scie circulaire de tout à l'heure, les choses auraient été encore plus faciles, parce que même si l'entrée est verrouillée, il aurait pu essayer de se frayer un chemin à l'intérieur et utiliser ensuite la scie pour désactiver le fusil de chasse ou libérer les victimes de leurs liens. Malheureusement, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas possible de tous les sauver, ce qui veut dire qu'il n'a d'autre choix que de respecter les règles. Dans ce cas, il pourrait essayer d'utiliser une chaussure ou un déchet trouvé quelque part dans la pièce pour appuyer sur le bouton et au moins éviter que sa main ne soit empalée. Si tout le reste échoue et qu'il n'y a aucun moyen de sauver tout le monde, il devra alors décider qui sauver. La seule façon éthique de le faire est de se souvenir de ce qu'il peut sur leur vie personnelle et d'essayer de choisir 2 personnes dont la famille dépend le plus d'eux et dont la mort ici causerait le plus de souffrance aux autres. Ce ne sera pas facile, et même après avoir terminé, William devra encore relever un dernier défi, qui sera le plus dangereux de tous. Le jeu commence et le tourniquet s'arrête sur la première victime. Terrifié, l'homme implore William d'épargner sa vie, mais ce dernier ne peut se résoudre à se mutiler. Le gars est tué quand le piège s'active, et il reste 5 autres personnes. Le manège continue de tourner et les participants restants plaident agressivement leur cause. Ils se jettent mutuellement sous le bus à chaque occasion, juste pour avoir une chance de survivre, jusqu'à ce que la machine s'arrête enfin sur la 2e personne, une femme. Cette fois-ci, William appuie sur le bouton. Tout à coup, une pointe lui transperce la main et le fusil pointe vers le plafond avant de faire feu. La femme a survécu, mais maintenant il ne peut plus choisir que de sauver une seule autre personne. Et il y a encore 4 vies en jeu. Le tourniquet continue de tourner et 2 autres employés sont tués, ce qui n'en laisse plus que 2. Il ne reste plus que le dernier homme et la dernière femme. Et tous 2 sont à couteau tiré, disant tout ce qu'ils peuvent pour convaincre William qu'il devrait les choisir plutôt que l'autre. Finalement, le manège s'arrête sur la femme, et William choisit de lui sauver la vie, s'empalant à nouveau la main dans le processus. Avec 2 participantes sauvées, le destin du dernier homme est scellé, et il est absolument furieux de savoir qu'il va mourir. Alors que le tourniquet s'arrête, il maudit William dans son dernier souffle, lui disant qu'il a toujours été une ordure avant que le fusil de chasse ne l'emporte. Une fois le dernier test terminé, William pense que son jeu est enfin terminé. Mais dans le style classique connu de Jigsaw, il est sur le point de réaliser qu'il n'est pas encore à l'abri. Pendant ce temps, Hoffman, Erickson et Perez arrivent au labo où leur technicienne est sur le point de décrypter la cassette de Baxter, découvrant ainsi la véritable voix du tueur. Pour la première fois, Perez exprime ses soupçons quant à l'innocence de Stram, déclarant que les éléments de l'affaire ne concordent pas, et l'atmosphère dans la pièce est tendue. Quand Hoffman se rend compte que l'étau se resserre sur lui, Erickson lui apprend que l'ADN des empreintes digitales de Stram a démontré qu'il était déjà mort quand elles ont été placées sur la dernière scène de crime. Et au même moment, la technicienne révèle que la voix sur la bande était celle de Hoffman depuis le début. Ils pensent qu'ils le tiennent à leur merci, mais en un clin d'œil, Hoffman sort un couteau de sa poche et ouvre le cou d'Erickson d'un seul geste. Avant que Perez ne puisse réagir, il lui jette une tasse pleine de café brûlant au visage et plante un tournevis dans le bloc d'alimentation, éteignant les lumières. Alors qu'elle retrouve son calme, Perez sort son arme et ouvre immédiatement le feu. Mais Hoffman saisit la technicienne et l'utilise comme bouclier. Réduisant la distance, il plaque Perez au mur et lui assène plusieurs coups de couteau dans le ventre avant de laisser son corps s'effondrer au sol. Une fois les 3 personnes à terre, Hoffman retourne à sa voiture où il saisit la main coupée de Stram dans une glacière placée dans le coffre. De retour à l'intérieur, il appose les empreintes digitales de Stram sur toute la scène de crime, asperge les corps d'essence et craque une allumette qui réduit l'endroit en cendres. Ok, ça n'a pas marché comme il l'avait prévu. On dit qu'il faut garder ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Mais il semblerait que cette fois-ci, ça se soit retourné contre nos 2 agents du FBI. Quand on réussit à mourir 2 fois dans la même franchise, c'est un record pour le moins embarrassant. Et il ne reste qu'une chose à dire. Perez et Erickson, vous avez merdé les gars.
Soyons réalistes. Hoffman a été pratiquement pris la main dans le sac dès le début après que ses collègues aient appris que l'homme qui avait tué sa sœur était la seule autre victime, à part Eddie, à avoir été entaillée avec une lame en dents de scie. C'était le signe qu'on ne pouvait pas faire confiance à Hoffman. Il se méfiait de lui depuis le début et Perez avait clairement l'impression que c'était lui le responsable. Alors pourquoi l'amener au labo au moment le plus crucial où il aurait l'occasion de faire quelque chose comme ça, sans même amener plus de sécurité avec vous ou au moins vérifier s'il était armé ou pas? L'impliquer dans cette affaire n'a fait que lui donner plus d'occasions de saboter délibérément les choses et de se faire passer pour un innocent. Ou pire encore, d'éliminer les seules personnes qui connaissaient la vérité au moment où elles baissaient leur garde. S'il soupçonnait ne serait-ce qu'un tout petit peu son implication, la meilleure décision aurait été de le laisser à l'écart jusqu'à ce qu'ils aient vérifié tous les éléments et de le surveiller de près au cas où il ferait quelque chose de louche. S'ils l'avaient tous surveillé comme il l'aurait dû, il l'aurait pris en flagrant délit depuis des jours. Et toute cette affaire aurait déjà été réglée. En fin de compte, ils ont perdu le combat à 3 contre 1 alors que Perez avait une arme, se sont fait tuer ainsi qu'une pauvre technicienne qui ne se doutait de rien et ont laissé le méchant s'enfuir. C'est ce qu'on appelle un échec à tous les niveaux imaginables. Quand vous laissez le tueur prendre l'avantage sur vous alors que vous l'aviez sous vos yeux depuis le début, Perez et Erickson, vous avez merdé. William arrive à la dernière pièce juste au moment où le chronomètre se termine. En regardant autour de lui, il s'aperçoit qu'il est enfermé dans une cage entre Pamela d'un côté et Tara et Brent de l'autre. Il se trouve que la journaliste est sa sœur, mais les deux autres sont la famille d'un homme à qui il a refusé sa couverture quand il en avait le plus besoin. Il est maintenant temps pour lui de répondre de ses crimes. La télévision s'allume dans la cage de Tara et Brent et diffuse un message de John leur offrant la possibilité de décider de la vie ou de la mort de William. L'homme et sa sœur les supplient d'épargner sa vie, mais Tara n'est pas convaincue. S'approchant de la cage, elle dit à William qu'elle ne va pas le tuer pour se venger. Elle va le tuer pour qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à aucune autre famille. Alors qu'elle pose sa main sur l'interrupteur, Tara réalise que même après tout ce que William a fait, elle ne peut toujours pas se résoudre à le tuer. Mais son fils dit qu'il le peut. Brent s'avance et appuie sur l'interrupteur. Un appareil composé de dizaines d'aiguilles descend du plafond et injecte de l'acide fluorhydrique dans le corps de William, le faisant fondre de l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement coupé en deux. Pendant l'absence de Hoffman, Jill s'est introduite dans la salle d'observation pour achever la dernière étape du plan de son mari. Au moment où il revient s'asseoir à son bureau, elle l'assomme à l'aide d'un appareil électrique fixé à sa chaise. Hoffman ayant perdu connaissance, Jill l'attache à la chaise et place le piège à ours, un classique de Jigsaw, sur sa tête. Quand il se réveille, Hoffman réalise qu'il ne lui reste que 60 secondes à vivre. Réfléchissant rapidement, il écrase le masque sur sa main aussi fort qu'il le peut, la brisant suffisamment pour qu'il puisse se libérer de ses liens. Une fois libre, il essaie de désactiver le masque avec un tournevis, mais ça ne sert à rien. À la dernière seconde, il projette son visage dans la vitre de la porte et utilise les barreaux pour empêcher le piège de s'ouvrir complètement. Apparemment, le plan a fonctionné, et bien qu'il ait été gravement défiguré, il semblerait qu'Hoffman vienne de réussir son ultime épreuve. Saucisse, cool, pas si mal. Des pièges intéressants. Et oui, l'héritage de Jigsaw se perpétue. Mais dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Oh, et d'ici là, passez une excellente journée!